Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les stéréotypes de genre sont loin d'être en voie de disparition. C'est ce que révèle le rapport de France Stratégie, le premier à ce sujet depuis maintenant 11 ans. Et le constat est particulièrement alertant chez les jeunes. On va en parler avec nos invités dans la première partie de notre émission. Jules Verne, monument de la littérature, du roman d'aventure, est au cœur d'un spectacle immersif. On en parle avec notre invité. Ce sera en seconde partie d'émission. Festival de Cannes oblige. Cette semaine, dans son panorama, Louisa Garottia reviendra sur le rapport des jeunes au cinéma en cette fête du 7e art. Mais avant cela, place à l'actu avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec le classement PISA, la plus grande étude internationale qui permet d'évaluer les acquis des élèves, et cela dans 95 pays. Et l'objectif de cette étude est de comparer les différents systèmes éducatifs. Les examens se déroulent en ce moment même. En France, 10 000 élèves de 15 ans ont été tirés au sort pour tester leurs connaissances. Ces tests permettent d'évaluer non pas les savoirs, mais les acquis des élèves. Alors comment se sont passés les premiers examens? On va écouter plusieurs témoignages d'élèves du lycée Gay-Lussac à Chauny dans l'Aisne, au micro de Sonia Princet sur France Inter. La plupart de mes questions, moi, c'était un peu sur la planète, le recyclage, la pollution. Après, c'était surtout beaucoup de lecture de documents. Du coup, la partie 2, j'ai moins aimé parce que j'aime pas trop lire. Et il y avait beaucoup de textes. Ce qu'il y avait dans le test, on l'a pas vraiment vu en cours. Sur le pétrole, par exemple, je savais pas trop, mais sinon, ça s'est bien passé. On sait qu'on n'est pas forcément les meilleurs en France, on n'est pas forcément très bien classés, et peut-être que justement voir où on en est maintenant pour faire après des changements et après encore améliorer, ce serait pas mal. Et t'espères avoir un peu remonté le niveau? C'est un grand mot, remonter le niveau, c'est un grand mot, j'ai fait de mon mieux, on va dire, et on verra bien, voilà. Et le rapport sera publié en décembre 2026 quand tous les résultats auront été comparés à travers le monde. Et alors que la Cour des comptes souhaiterait réinstaurer la semaine de 4 jours et demi, jugeant l'agenda culturel inadapté pour les élèves, les professionnels de santé alertent sur le bon rythme à adopter pour les enfants et le sommeil est capital. Et si la Cour des comptes juge que l'école primaire est en situation d'échec, ce serait notamment car les besoins des élèves ne seraient pas pris en compte. Côté professionnels de santé, le sommeil serait la solution pour consolider les performances scolaires. Pour les enfants de 6 à 13 ans, les études préconisent 9 à 12 heures de sommeil chaque nuit. Alors quel est le lien entre les performances cognitives et le sommeil? Voici ce que disait Stéphanie Mazza, professeure de neuropsychologie à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation au sein de l'Université Lyon 1. On l'écoute. On a très longtemps pensé que le sommeil, c'était une période d'inutilité où le corps et le cerveau étaient complètement au repos. Et à l'heure actuelle, on a énormément de données qui nous montrent qu'il se passe énormément de choses pendant le sommeil et que le sommeil va nous préparer à être performants la journée qui suit. Et grâce au sommeil, on va de fait être beaucoup plus attentif, beaucoup plus vigilant et ça va donc faciliter les apprentissages. Et là, tout récemment, on a des nouvelles études qui montrent que le sommeil qui suit les apprentissages est aussi essentiel pour consolider ce que l'on a appris. Donc en fait, on est passé d'un rôle complètement passif du sommeil à un rôle très actif et qui est un vrai levier pour les apprentissages. Et qu'en est-il du rythme scolaire des adolescents? Se lever à 8h30, est-ce trop tôt? Quelles sont les répercussions d'après les études scientifiques sur ces jeunes? Voici ce que répondait Stéphanie Mazza. Les adolescents, en raison de la puberté, voient leur sommeil se décaler. Ils ont toujours besoin de beaucoup de sommeil, comme vous l'avez dit, de 8 à 10 heures par 24 heures, sauf que l'adolescent devient couche-tard, lève-tard, de manière physiologique, donc de manière naturelle, il n'y peut rien. Et de fait, si on veut avoir ces 8-10 heures de sommeil, quand il a des difficultés pour aller se coucher, normalement, il devrait pouvoir dormir un petit peu plus longtemps le matin. Et c'est vrai que la prise de cours à 8 heures, quand vous ajoutez en plus de ça les transports scolaires, vont mettre en difficulté les adolescents. Et quand vous discutez avec les enseignants, ils vous le disent tous, les premières heures de cours, c'est vraiment un calvaire pour les ados, mais pour les enseignants aussi. Allez, on se rend désormais aux États-Unis où l'administration Trump a annoncé interdire à l'université d'Harvard accueillir des étudiants étrangers. Et c'est une perte immense pour l'université qui compte cette année 6700 étudiants internationaux, soit un tiers de ses effectifs. Mais depuis hier, la certification qui permet à l'université d'accueillir des étudiants étrangers a été, je cite, révoquée avec effet immédiat. C'est ce qu'on pouvait lire dans une lettre adressée par la ministre de la Sécurité intérieure. Si le camp Trump reproche aux grandes universités
universités de promouvoir des idées progressistes, la prestigieuse université d'Harvard est visée pour, je cite, « perpétuer un environnement dangereux sur le campus, hostile aux étudiants juifs, encourageant les sympathies pro-Hamas et utilisant des politiques racistes de diversité, d'équité et d'inclusion ». Le gouvernement américain avait déjà supprimé plus de 2 milliards de subventions à l'université. Quant aux associations, elles y voient une atteinte à la liberté d'expression. Allez, on continue, on va au tribunal où Joël Le Squarnec, cet ancien chirurgien pédocriminel jugé pour viol et agression sexuelle sur 299 victimes, s'est exprimé cet après-midi face aux réquisitions du ministère public. Je ne peux plus me regarder de la même façon parce que j'ai devant moi un pédocriminel et un violeur d'enfants. Voici ce qu'avait clamé l'ancien chirurgien il y a quelques jours avant de reconnaître sa responsabilité dans la mort de 2 de ses victimes. Après 3 mois d'audience, l'homme confie s'être remis en question, ne plus être sous l'emprise de ses pulsions et assure que la prison a été, je cite, une libération. Mais qu'en pensent les professionnels? Peut-on croire au dire de l'ancien chirurgien? Voici ce que rapportait maître Rodolphe Costantino, avocat de l'association Enfance et Partage, au micro de Jean-Philippe Degnaud sur France Inter. On a tous choisi ce métier dans l'idée que quelqu'un pourrait s'amender, que les gens changent. Mais lorsqu'on a une structure de personnalité à ce point enquistée, on sait très bien qu'en définitive, on ne pourra rien en faire du tout. Structurellement, fondamentalement, constitutionnellement, il ne peut pas accéder à la part de lui-même que nous avons à juger. Aujourd'hui, face à la cour criminelle, il a répondu aux réquisitions du ministère public alors qu'il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict de cette affaire sera dévoilé le 28 mai prochain. Et on termine ce journal avec la remise d'un prix littéraire par Isabelle Bernard, la femme de Dominique Bernard, professeur assassiné le 13 octobre 2023 lors d'un attentat terroriste. Et hier a été attribué le premier prix Dominique Bernard. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un jour de fête, une manière de célébrer l'écriture, une manière de fêter et de célébrer les jeunes, disait la femme du professeur lors de la conférence de presse. Près de 900 élèves de 4e, 3e et 2e ont participé à ce prix qui avait pour thème la tolérance. Des dizaines de prix ont été remis à des nouvelles intitulées « L'inconnu dérange, quand on aime on tolère » ou encore « Une différence, une richesse ». Pour Isabelle Bernard, c'est une façon, je cite, de répondre au terrorisme et à la barbarie. C'est une réponse joyeuse et artistique pour ne pas oublier Dominique Bernard. Merci beaucoup Louisa pour ces infos. Alors ils stagnent chez les adultes et ils augmentent chez les ados. Ça, on n'aurait pas pensé. Les stéréotypes de genre sont loin d'être derrière nous. Un constat que dévoile France Stratégie dans son étude, la première à ce sujet depuis 11 ans. Alors forcément, les questions fusent. Est-ce que c'est surprenant? Quid des quotas et quelle politique manque aujourd'hui? On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Fabienne Alamelot-Michaille. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de Lead Together. Vous êtes également autrice des Femmes et des Hommes, le pouvoir en partage, des éditions Actes Sud. Merci à vous. Anne Chirol, bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste société, chroniqueuse au Monde, autrice de Toi-même 50 profils des temps modernes en quête de validation sociale, c'est aux éditions de Noël. Également Bérénice Amidi, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Professeure en études théâtrales et membre honoraire de l'Institut universitaire de France, également autrice de Le viol, notre culture, exposition du Croquant. Après cette présentation, mesdames, je suis ravie de vous accueillir pour un sujet qui nous importe aujourd'hui. France Stratégie a publié lundi 12 mai son premier rapport sur les stéréotypes de genre. C'est le premier rapport depuis 11 ans, pas le premier rapport en général, mais depuis 11 ans. On l'a attendu quand même un certain temps, je trouve, pour publier ce rapport. Déjà, pourquoi? Est-ce qu'il y en a une de vous qui veut réagir à ça? 11 ans, pour quelle raison? Peut-être, Bernice? Alors, je ne connais pas leur raison intime, mais en tout cas, il y avait eu juste l'année dernière un rapport du Haut Conseil à l'égalité dont les conclusions sur le sexisme, le rapport annuel sur le sexisme, qui lui est là, a occupé ces 10 années, et dont les conclusions étaient déjà semblables et pointaient également l'importance de se focaliser sur ce qu'on avait un petit peu négligé, les stéréotypes de genre. Un peu négligé, oui, c'est le mot. Effectivement, avec un plateau 100% féminin, on peut le redire aujourd'hui. Une enquête qui révèle quand même qu'un quart des Français continuent d'adhérer aux stéréotypes de genre. Est-ce que ça vous a surprise, Anne Chirol? Absolument pas. Et encore un quart, je trouve que ce n'est pas énorme, parce que pour être journaliste spécialisé sur les réseaux sociaux,
en fait, on voit que les stéréotypes de genre sont partout. Ils sont aussi bien criants. Enfin, on voit des vidéos que ce que j'appelle putaclic, donc avec vraiment des choses soit masculinistes, soit, voilà, par exemple, la dark feminine energy, ce genre de choses. Vraiment, on va voir beaucoup de tendances émerger qui vont vraiment mettre la femme dans cet espace où elle doit être belle, elle doit être féminine, elle doit faire la cuisine, ce genre de choses. On va avoir beaucoup de blagues, donc c'est pas toujours évident. Parfois, c'est plus insidieux. Et pour les hommes, on va être de même dans des standards, voilà, d'être très viril, parfois un peu macho, parfois très macho. Donc non, je suis absolument pas étonnée. Honnêtement, les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment le miroir grossissant de la société. Donc non, Alors c'est ça la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est le miroir grossissant ou est-ce que c'est pas propre justement aux réseaux sociaux où il y a une espèce de déferlement d'extrêmes en fait, dans un sens comme dans un autre? Alors oui, sur les réseaux sociaux, malheureusement, quand vous êtes créateur de contenu, que vous soyez un gros influenceur ou pas, pour attirer, pour remonter dans les algorithmes, pour attirer, forcément, vous allez être invité, on va dire, à faire des choses un peu plus chocs, à adopter des titres un peu plus punchy, des choses un peu plus tranchées et tranchantes, donc plutôt polémiques, quoi. Donc forcément, oui, on voit aussi ce genre de choses. Parfois, je pense même qu'il y a un peu aussi une mise en scène. Il faut rappeler que les réseaux sociaux, c'est un théâtre, c'est une mise en scène, c'est pas la réalité. Tout est fait, tout est retouché. On pense à, tiens, si je mets ça, est-ce que je vais avoir des likes, est-ce que je vais avoir telle visibilité? Donc voilà, pour moi, en effet, c'est complètement ça. C'est pas la réalité, mais en revanche, la réalité est quand même, et je vais donner un chiffre avant de faire réagir, bien sûr, Fabienne Alamelou-Michaille. En 2022, il n'y a pas donc si longtemps, 59% des Français adhèrent à l'idée que les mères savent mieux répondre aux besoins et attentes des enfants que les pères, contre 54% en 2014. Ça veut dire donc qu'il y a une augmentation. On va vers quelle dérive, si je peux me permettre? Je dis dérive parce que c'est... Je donne un peu mon opinion quand je dis ça. J'avoue, certes, je l'assume, mais quand même, est-ce que là, on ne tend pas vers quelque chose qui s'apparente à du conservatisme? Alors clairement, c'est ce qu'on soulignait déjà. J'ai coécrit ce livre avec Bertrand Badré, qui a été dirigeant de la Banque mondiale, directeur général de la Banque mondiale, et qui connaît bien la situation en France, mais dans pas mal de pays. Ouais. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait l'année dernière, quand on a sorti notre livre, des risques de retour en arrière. On les avait bien identifiés avec cette montée du masculinisme. On avait déjà des courants avec Éric Zemmour sur des logiques très conservatrices, voire plus que conservatrices, complètement rétrogrades. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, de par la polarisation des débats, eh bien, il y a ce réel retour en arrière. Et bien évidemment, on ne va pas citer Donald Trump et sa fameuse lettre, ou en tout cas la lettre de l'ambassade américaine aux entreprises françaises. Clairement, moi j'en connais beaucoup qui l'ont reçue, qui les enjoint d'arrêter leur programme diversité, inclusion ou discrimination positive, et bien évidemment touchant également les femmes. Donc, touchant évidemment les femmes, oui, comme si c'était une évidence en fait, comme si ça devient vraiment monnaie commune. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est clair courant, que, quoi. En fait, c'est courant, et d'ailleurs les chiffres sont assez inquiétants, et si vous voulez que je sois optimiste, ça va être un peu compliqué, parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans ce retour à des valeurs très conservatrices avec dans les réseaux sociaux les tradwives et puis les masculinistes. Oui, ça fait quelques années effectivement les tradwives et ça aussi un mouvement. Et les chiffres et donc du coup la population adopte de plus en plus, et y compris les nouvelles générations et les jeunes de 10 à 17 ans. C'est le rapport des prises de position très genrées sur des rôles très traditionnels des femmes, notamment dans le care, c'est-à-dire prendre soin. Prendre soin et de la famille, des enfants. C'est ça, elles sont formidables, elles sont faites pour ça, bien entendu, tout comme le ménage. La part des 18-24 ans, tout à fait d'accord avec l'idée que les filles, donc je cite, vous l'avez compris, ont autant l'esprit scientifique que les garçons, a ainsi diminué de 62% en 2014 à 53% en 2022. Donc ça veut dire que là, on se dit clairement que non seulement il y a un programme qui a été fait pour ça, pour l'école, pour pousser les jeunes filles à aller vers les matières scientifiques, en tout cas les filières scientifiques, mais en fait, on peut pousser tant qu'on veut, si finalement l'idéologie est là, comment va-t-on faire? Peut-être une réaction, Anne Chirol. Moi, honnêtement, ça me fait vraiment peur, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'on avance et en même temps, on refait un pas en arrière. Après, pour le coup, si je peux rebondir sur la tradwife, pour l'avoir beaucoup travaillé dessus. La tradwife, donc, c'est femmes traditionnelles qui vont vraiment vanter le mode de vie des années 50 où on s'occupe des tâches domestiques, on s'occupe des enfants et on reste à la maison, on se fait plutôt jolie, etc. Pour moi, c'est un peu... Pour moi, c'est pas vraiment le vrai problème. Parce que la tradwife, on la voit aux États-Unis. En France, elle n'existe pas vraiment. En France, même aux États-Unis, si vous allez sur les réseaux sociaux, ça va être des femmes qui vont revendiquer une dépendance financière à leur mari,
Mais la vérité, elle est tout autre, c'est qu'elles ont toutes plein de... Enfin, elles monétisent beaucoup d'argent via les réseaux sociaux, elles sont influenceuses, elles font du placement produit. Parfois, elles ont des comptes un peu à droite, à gauche, où elles vendent du contenu un peu plus érotique. Donc, ne vous inquiétez pas pour leurs finances, elles sont plutôt bien. Par contre, moi, ce qui me touche un peu plus, c'est que je vois vraiment même au sein de mes amis, j'ai pas mal d'amis qui sont féministes, qui sont vraiment très éduquées, etc., il n'y a pas de souci. Mais elles vont vraiment avoir cette envie de retrouver la maison. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles ont envie d'élever leurs enfants, de ne pas passer à côté de ça. Et à mon avis aussi, ça on n'en parle pas tellement, mais ça a vraiment un rapport avec le marché du travail qui ne va pas bien. Là où à l'époque, il y a quelques années, quand vous aviez un bac+5, c'était censé vous assurer d'avoir un bon salaire et un bon travail. Aujourd'hui, cette promesse-là, elle n'est plus vraie du tout. Et donc, moi, ce que je perçois, même, je vous dis, avec des amis autour de moi, c'est cette envie que le mari travaille et que elle puisse élever les enfants, etc. Mais ce n'est pas forcément avec des valeurs non plus hyper conservatrices. C'est plus vraiment un confort de vie parce que c'est une grosse déception du monde du travail. Et si je peux ajouter une dernière chose aussi, c'est que comme je l'ai montré dans mon bouquin avec tous mes archétypes du numérique, à chaque fois qu'on a un archétype qui émerge, qui est plutôt progressiste, vous avez toujours son contraire qui arrive. Il y a toujours un retour de balance. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un côté vraiment très cyclique, effectivement, dans l'histoire. J'aimerais vous faire réagir, Bérénice Amidi, là-dessus aussi, ce qui vient d'être dit, bien sûr, mais aussi sur l'idée que, et c'est le rapport qui le note, il y a une recrudescence du sexisme dans les années 2010, alors qu'en revanche, il avait diminué depuis 1990. Donc on a plutôt une espèce d'effet de cycle permanent. Oui, alors je pense qu'il y a à la fois un effet de cycle et puis il y a quand même aussi un effet de contraste. Si je prends la séquence un peu plus récente depuis 2017, donc depuis notamment le grand quand même mouvement révolutionnaire qu'est MeToo, en fait on arrive à une situation qui est beaucoup plus contrastée qu'avant. C'est-à-dire que d'un côté, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve, alors à une échelle très genrée, mais chez les 18-25, en fait il y a d'un côté les filles qui sont de plus en plus féministes, et de l'autre les garçons qui effectivement sous l'impact des réseaux sociaux mais pas uniquement qui trouvent une réponse à des sensations de mal-être, etc., qu'on peut éprouver à l'adolescence et puis les difficultés du monde d'aujourd'hui à se projeter dans un avenir rayonnant. Et eux, les réponses, c'est des réponses masculinistes. En 3 clics, un garçon qui a, si l'IP est identifiée comme étant celle d'un jeune homme, en 3 clics, il va tomber sur un contenu masculiniste. Donc il y a un ciblage, il y a une donc il y a ce contraste-là et qu'on retrouve à l'échelle plus générale aussi médiatique, c'est-à-dire que d'un côté, que ce soit les gouvernements, tous bords confondus, il y a quand même un volontarisme en termes de politique d'égalité, et de l'autre, il y a effectivement toute la sphère masculiniste dans ses différents courants, et il y a un retour à des valeurs très conservatrices, avec effectivement un grand talent d'un certain capitalisme à donner. Alors même si nous, on n'a pas de tradwives en France, c'est sûr qu'elles ont réussi, parce que ça circule d'un pays à l'autre, elles ont réussi à rendre ça de nouveau désirable. Parce qu'elles sont aussi sexy, elles sont aussi désirables, et elles promeuvent des valeurs très, très, très patriarcales et à l'ancienne. Je trouve qu'on est dans un moment de contraste comme il y en a jamais eu. C'est-à-dire que d'un côté, c'est très clair qu'il y a un projet réactionnaire en Europe, en France et aux États-Unis, et puis voilà, à l'échelle mondiale, ça pousse fort de ce côté-là, et ça pousse fort de l'autre côté aussi. Donc il y a plus vraiment le ventre mou qui se positionne pas trop. Comme en politique. Oui. Alors, c'est l'illustration. Moi, en fait, je voudrais dire quand même qu'il y a dans certains milieux sociaux en France, et je crois que l'actualité internationale le fait vraiment ressortir, cette espèce de peur qui monte, cette angoisse de l'avenir, et certaines femmes qui se réfugient dans du conservatisme. Oui. Clairement, dans notre livre, on analyse notamment la place des femmes qui a été portée par les différentes grandes religions monothéistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on le voit véhiculé par d'autres médias, d'autres grands groupes médias, sur une vision très traditionnelle du rôle de la femme, qui est mère de famille, à la maison, s'occupant des enfants, de l'éducation. Et ce discours-là est véhiculé parce qu'il correspond aussi à une peur de l'avenir, une peur de l'étranger. On se dit, on va se réfugier dans des valeurs traditionnelles qui ont circulé, cette réaction dont vous parlez. Il est vraiment entendu, ce discours-là, parce que, effectivement, vous parliez de Trump il y a quelques minutes. On a tous été, on ne va pas se mentir, un peu choqués quand même, de prise de propos, ou en tout cas un peu interloqués. Vous voyez ça comme un film, on se dit non, c'est une réalité. Et pour autant, est-ce que les tradwives ne sont pas en France? Est-ce que réellement, ce discours existe? Je l'entends, certains, effectivement, collègues
journaliste. Mais est-ce que vraiment ça suit? Est-ce que dans un conservatisme réel, est-ce que c'est juste ce que vous évoquiez, c'est-à-dire l'idée tout d'un coup de se dire, finalement, je peux naviguer entre ma vie de famille, ma vie professionnelle, avoir une sorte de temporisation. Il y a plusieurs éléments. En tout cas, moi, je parle de ce que je connais et de ce que je vois. C'est qu'il y a quand même un certain nombre même de jeunes hommes qui considèrent aujourd'hui maintenant pour se marier dans certains milieux sociaux, portés aussi par des valeurs faussement religieuses. Parce que je préfère le dire, c'est pas les religions qui véhiculent forcément ça, mais c'est la manière dont on a pu les comprendre, avec des visions très traditionnelles, conservatrices d'une femme dont le rôle est de vraiment à l'intérieur. Parce que ça s'explique pour certains par des attributs sexuels. L'homme a un attribut sexuel, un sexe qui est à l'extérieur, donc son rôle est de conquérir le monde, alors que pour les femmes, leur rôle intrinsèque dans leur corps, inscrit dans leur corps, c'est de s'occuper de la maison et de l'intérieur. Et ça, ce discours-là, malheureusement, je l'entends trop, et je l'entends parfois prêcher dans certains endroits. Oui. Oui, je vous en prie. Non, si je peux prolonger, je pense il y a aussi tout un continuum, parce qu'il y a aussi la question des représentations culturelles. Alors moi, je travaille beaucoup sur cette question-là. Et en fait, que ce soit sur les scripts sexuels, c'est-à-dire justement ce que vous évoquez, l'homme conquiert et la femme cède du terrain, c'est des scripts sexuels qu'on a beaucoup vus dans les représentations, et puis alors tout genre confondu, et toutes époques confondues aussi, ça on le dit pas assez. Donc on le trouve dans la pop culture, on le trouve dans les grands classiques, etc. Et donc il y a ce schéma dans la sexualité, dans les représentations de quels sont les rôles des hommes et des femmes, des garçons et des filles dans la sexualité, et puis plus largement dans la séduction et dans les relations, après aussi hommes-femmes. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi tout un travail. Oui, il y a les réseaux sociaux, oui, il y a un contexte politique, et effectivement, je pense que la question du monde du travail et des inquiétudes qui amènent toujours à des positions un peu plus rigides, mais il y a quand même aussi la question des modèles culturels. Et de ce point de vue-là aussi, je trouve qu'on est dans un moment de contraste, parce que d'un côté, il y a eu, en tout cas jusqu'à très très récemment, une politique, même chez Disney, chez Pixar, etc., d'aller vers ou chez Marvel, d'aller vers une culture de l'égalité, en gros. Et puis, et ça vient de prendre un coup sévère. Et de l'autre, il y a quand même cette culture du viol qui reste très présente. Très présente. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir, qui est le sujet, sans être vraiment le sujet, mais justement, peut-être vous, Anne Chirol, en tant que journaliste, je le disais au Monde, et chroniqueuse, c'est la question aussi de cette société qui influe qui? C'est-à-dire que tout d'un coup, quand Marvel, Pixar et autres véhiculent les idées plus conservatrices, est-ce qu'elles suivent la mouvance, ou est-ce que justement elles sont celles qui vont, ou ceux qui vont faire fléchir, donc influer la société? Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé récemment, c'est que je donne des cours à la fac de Paris 8 de journalisme, et en fait il se trouve que parmi mes étudiants, on va dire j'avais 35 étudiants, on avait à peu près la moitié, un peu plus je pense, qui étaient racisés, donc il y avait des origines étrangères, et en fait quand j'aurais parlé justement du débat sur Marvel, Disney, etc., ils m'ont dit, mais en fait, moi j'ai l'impression d'être un quota. Quand je vois par exemple une femme noire ou quoi, j'ai l'impression d'être un quota. Ils m'ont dit, mais c'est criant que c'est. Enfin, il y avait vraiment ce côté-là, vous voyez. Qu'est-ce que vous avez répondu? Moi, on a lancé un débat. Moi, je n'ai pas la science infuse, j'ai pas la prétention de savoir quoi, mais je trouvais ça intéressant de voir justement cette chose aussi qui monte chez ces communautés-là, ou que vous soyez LGBT ou qu'importe, mais que vous soyez issu d'une minorité et qu'en fait vous avez l'impression d'être un quota. Mais c'est important comme question, ce que vous soulevez, la question des quotas, parce que ça a été décrié par beaucoup, de se dire est-ce qu'il faut un quota pour la discrimination positive, est-ce qu'il faut un quota de femmes, est-ce que l'égalité c'est réel, parce que finalement si on a du talent, etc. J'aurais juste vous faire intervenir parce qu'on en parle, alors j'en profite, on a du temps vraiment sur la question des quotas, peut-être vous voulez, si vous voulez. Oui, alors clairement, en fait les études ont montré, les études universitaires ont montré que la France est plutôt pas trop mal placée en Europe sur la question des femmes et du travail, parce que justement il y a eu des quotas avec la loi Copé-Zimmermann qui a permis des quotas de femmes dans les conseils d'administration, et maintenant avec la loi Marie-Pierre Rixain sur la représentation des femmes dans les COMEX ou dans les instances dirigeantes, on se rend bien compte, et moi je le vois parce qu'on accompagne avec les Together ces entreprises vers la mixité, et c'est bien parce que cette loi est arrivée en 2021 qu'aujourd'hui tout le monde essaye d'avancer sur ce sujet, ralentit un peu avec la lettre de l'ambassade américaine, mais qui essaye quand même d'avancer sur cette question de la mixité, parce que c'est un impératif légal en France, sinon
il y aura des pénalités financières sur toutes les entreprises qui n'auront pas saisi. Et donc je crois que malheureusement, je dirais que c'est un mal nécessaire, les quotas. Et je voudrais juste citer Agnès Pannier-Runacher, qu'on a interviewée dans notre livre, qui disait, mais en fait oui, je suis une femme quota. Probablement, je n'aurais pas été au gouvernement, au premier gouvernement, peut-être, en tout cas. Eh bien, pas de souci, je l'assume. Et je suis heureuse d'être là quand même. Et finalement, elle est très... Enfin, parce que les quotas ont permis de faire avancer les choses. Voilà. Vous aussi, vous avez cette même idée Oui, au sens où je pense qu'il y a vraiment 2 outils essentiels pour changer les représentations, puisque c'est ça l'enjeu, et sortir de ces représentations très stéréotypées. Il y a l'outil de l'éducation, et il faut pas le négliger. Malheureusement, il n'y a pas que des bons élèves, et il n'y a pas que de la bonne volonté, donc il faut aussi l'autre outil qui est la sanction. Et c'est évident que ça ne changera pas, parce que les gens, il y a plein de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Donc il faut que ce soit obligé. Sur ce rapport donc, publié, je le rappelle, lundi 12 mai sur les stéréotypes de genre, c'est un rapport de France Stratégie. Ce qui est assez frappant, c'est que ce sont les jeunes qui, effectivement, sont le plus atteints, si je puis dire, de stéréotypes de genre, tandis que les adultes le sont de moins en moins. Comment vous l'expliquez ? Pour ma part, je suis de cette génération, donc les générations Z, la jeune du groupe. Non, mais du coup, voilà, je le vis et je le vois aussi autour de moi. On est une génération qui ne se projette pas. On est une génération, enfin c'est difficile à dire, mais c'est la vérité. On a grandi, il y avait la crise de 2008, il y a eu la crise post-Covid. Enfin, le marché du travail, comme je vous disais, il n'est plus sécurisant. Vous avez beau avoir fait plein d'études, etc., ça ne vous garantit pas d'avoir un bon salaire, de trouver un travail, d'avoir un CDI, ce n'est plus vrai. Et au-delà de ça, enfin, on voit que depuis le Covid, il y a eu tout un enchaînement de crises avec la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, vous avez les dérèglements climatiques qui nous explosent en pleine figure. Enfin, on n'arrive plus à se projeter, on a du mal à se loger. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent jusqu'à 30, 35 ans chez leurs parents parce qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Donc, je pense qu'il y a aussi un repli sur soi, sur les valeurs traditionnelles, ce côté un peu familial, parce que c'est aussi, vous voyez, je vais prendre un exemple qui n'a pas forcément grand-chose à voir, par exemple la guerre en Ukraine. On l'a bien vu quand la guerre s'est déclenchée. Il y a eu ce mouvement où en fait les gens se sont vite mariés, les jeunes ont vite fait des enfants, etc. Parce que justement il faut assurer la suite. Donc bien sûr je ne compare pas, on ne vit pas du tout la même chose qu'une guerre évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même ce truc-là, dans les temps où ça va mal, on a tendance à se replier sur soi, voilà, rester un peu dans se replier sur soi et la part de conservatisme, si je puis dire, je ne sais pas si je peux dire que je l'entends, mais en tout cas c'est une réalité. En revanche, c'est par rapport aux stéréotypes de genre, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va genrer cette situation de repli sur soi ? C'est ça. Je ne suis pas sûre que les jeunes en aient forcément conscience, honnêtement. Parce que si vous allez voir des hommes et des femmes, les gens ne vont pas vous dire spontanément « alors moi je suis un gros masculiniste, je déteste les femmes ». Non, c'est des choses qu'on va avoir. On en a vu sur les réseaux. Moi j'ai 2-3 exemples quand même. On en a vu, mais les personnes, quand vous les avez en vrai, je pense à un influenceur masculiniste, il dit les pires discours et quand vous le voyez en vrai, il était avec sa femme qui est habillée très sexy où il n'y a pas de souci, alors qu'en fait c'est typiquement le genre de choses ça marche ensemble. Oui, là c'est justement en fait le stéréotype parfait là. Ce que je veux dire c'est que sa femme était habillée extrêmement sexy, très court, etc. Et en fait c'est exactement ce genre de femme qui l'insulte sur les réseaux sociaux. On connaît. Et en fait quand j'ai rencontré, il n'avait pas forcément quelque chose, il n'avait pas forcément les mêmes discours qu'il tenait. Et encore une fois, il faut se rappeler que c'est YouTube comme TikTok, comme Instagram, c'est du théâtre en fait. C'est les gens, ils essayent de percer. Tout le monde veut être influenceur, on l'a vu, le rêve aujourd'hui des enfants, c'est tous d'être influenceurs, créateurs de contenu. Donc il faut immerger avec des thèmes qui font polémique, comme je le disais. Être créateur de contenu, faire un peu de théâtre peut-être, on espère. Après, je pense quand même qu'il y a un livre qui vient de sortir sur la sexualité, qui vient sur une grosse enquête qui n'avait pas été faite depuis très longtemps sur les représentations de la sexualité qu'ont les jeunes et que pratiquent les jeunes, et puis aussi leurs imaginaires. C'est quand même plus contrasté que ça. Il n'y a pas que du repli, il y a aussi l'invention de nouvelles formes de relations. Il y a aussi la quête de nouveaux repères. Et encore une fois, les repères, on les trouve un peu partout, on les trouve. Alors, je pense que il y a des repères dans les générations plus âgées, mais il y a encore une fois aussi des repères qui s'inventent ensemble. Donc moi, je voudrais quand même nuancer un peu et contraster un peu le portrait de la jeunesse, parce qu'il n'y a pas que des réactionnaires. Non, mais je parlais pas par rapport au côté politique. En fait, moi, c'est vraiment plus sur le mode de vie, etc. Le côté politique, j'ai un peu travaillé, mais je ne suis pas non plus expert de ça, mais c'est plutôt, on va dire, c'est cette insécurité permanente qu'il y a autour qui fait que je pense que les jeunes ont tendance à se renfermer un peu sur ça. Il faudrait se renseigner pour savoir si la génération de 39-45 avait un repli un sentiment de sécurité. peut-être pas.
Donc, je vais juste faire le lien avec l'école. Enfin, le lien est naturel puisque l'éducation est partout, comme vous le savez. Mais enfin, quand même, je reprends je cite ce rapport. Ces représentations sexuées jouent sur la réussite et l'orientation scolaire. Je vais dire sexuelle. L'orientation scolaire. Alors que les écarts entre filles et garçons ne se sont pas réduits depuis 10 ans. Un petit mot justement sur l'orientation, sur le fait d'être du déterminisme en fait. Pas social, mais genré. Oui, alors c'est clair qu'on a mené des expériences chez Lead Together sur, notamment on utilise des vidéos d'enfants, de bébés de 18 mois. Et on voit en fait que déjà, il y a, et ça les spécialistes l'ont bien dit, on voit déjà des différences de comportement dans les enfants. C'est pas du tout naturel, hein. C'est vraiment beaucoup de choses qui sont acquises par les interactions avec le milieu. On voit qu'on n'interagit pas de la même manière avec un bébé. Les parents n'interagissent pas de la même manière avec un bébé si on sait que c'est une fille que si c'est un garçon. Un garçon, on va tout de suite beaucoup plus l'agir, travailler dans l'espace, le bouger, alors qu'une fille, on va faire attention parce que, attention, c'est fragile. Et du coup, ces stéréotypes-là, les parents inconsciemment vont les véhiculer. Je dirais même c'est systémique, hein. C'est la culture, c'est la société dans laquelle nous vivons. Et puis, ça va se répercuter après à l'école. Dès la maternelle, c'est ce que montre le rapport, hein, dès la maternelle, souvent par des instituteurs qui sont peu formés ou mal formés ou insuffisamment formés et qui vont eux-mêmes insister en perpétuant ces stéréotypes, donc en interrogeant davantage des petits garçons que des petites filles. Ça va se passer dans les cours de récréation, sur la manière dont on occupe l'espace. Les garçons vont plus occuper l'espace avec leur corps et donc les filles vont se retrouver cornérisées et ça va d'abord impacter leur cerveau et ça va impacter leur comportement. Puis l'orientation aussi sur le plan évidemment littéraire ou scientifique. Après, bien sûr, de manière très flagrante. Mais la sociologue pourriez nous dire... Oui, non, mais enfin, c'est vrai que c'est partout. D'ailleurs, il y a certaines villes, parce que pour revenir un peu quand même sur l'optimisme, l'optimisme qui est lié au volontarisme des actions, il y a par exemple des municipalités, moi j'habite à Lyon, la municipalité de Lyon met en place une budgétisation sensible au genre. Donc voilà, justement, notamment parce qu'à la fois dans les cours d'école, mais plus largement l'espace public, il y a un investissement en termes d'infrastructures, etc., qui profite massivement aux hommes comparativement aux femmes. Donc il y a plein de petits outils concrets et c'est vrai que ça se loge partout. Alors bien sûr, il y a une responsabilité de toutes les institutions. Il y a quand même aussi une responsabilité. Moi, j'ai lu là très récemment que par exemple les poches des pantalons faits pour les petites filles sont 40% plus petites, les poches pour les petites filles, des pantalons que celles pour les petits garçons. Et évidemment, en plus, c'est des jeans slim, mais des 3-4 ans. Enfin, et donc, on ne peut pas courir pareil. Donc, il y a toute une série d'empêchements. Et donc, voilà, vraiment, le diable gît dans tous les détails de nos vies quotidiennes. C'est important parce qu'effectivement, c'est à la fois une idéologie sociétale qu'il faut repenser, ce sont des actions peut-être publiques et c'est aussi ce qui est pointé dans ce rapport. C'est que l'action publique est insuffisante. Et c'est vrai que pour être aussi un petit peu optimiste, il y a maintenant en tout cas une volonté du gouvernement, du ministère de l'Éducation, de former d'ici 5 ans tous les personnels d'éducation, donc les instituteurs, toutes les personnes au contact des enfants, sur cette question des stéréotypes de genre. C'est la question clé. C'est la question clé, oui. C'est la question clé, on la voit et on n'a pas suffisamment dépensé et mis d'argent, je dirais même public, sur cette question-là, qui est vraiment une question qui conditionne toute la société. Et ça conditionne aussi la santé des enfants, puisqu'en fait, on voit dans le rapport que les filles s'estiment en moins bonne santé parce qu'elles ont tellement intériorisé ce stéréotype qu'elles sont plus fragiles que les garçons, que du coup, elles se déclarent en moins bonne santé et elles vont être en moins bonne santé. C'est ce que vous sentez aussi, Anne Chirol, à travers les différents réseaux que vous regardez. Donc j'imagine qu'il y a forcément Instagram, TikTok, je ne sais pas, Facebook et autres. Mais même sur ce que vous ressentez de la société chez les jeunes. Oui, en effet, c'est vrai, comme vous le disiez, en effet, il y a vraiment cette idée-là que dans l'orientation... Enfin, on le voit dès qu'on est petite. Je pense qu'on a tous été à l'école, on nous a tous dit qu'on riait comme des bécasses, qu'on agissait comme une blonde ou je ne sais pas quoi. Enfin, on voit que directement c'est extrêmement genré, quoi. Et moi, j'inviterais aussi à faire attention parce que malheureusement, c'est des préjugés qu'on a tous un peu intériorisés, quoi. J'inviterais vraiment les personnels enseignants, et même si je sais qu'ils ont beaucoup de travail, ils ne sont pas dans des situations toujours faciles, mais essayer de se dire bon, j'ai une classe face à moi, et bien, les filles, elles vont peut-être avoir plus du mal à prendre la parole, peut-être elles vont être plus timides, peut-être elles vont être moins bonnes à l'oral parce qu'elles ne sont pas amenées à plus se montrer, etc., que par rapport à certains garçons. Est-ce qu'on ne tombe pas dans un stéréotype de genre en disant ça déjà? Peut-être égaliser, peut-être essayer d'égaliser, mais c'est très difficile. Je vous dis, moi j'ai été prof là, pendant quelques mois à la fac.
En fait, vous avez forcément des stéréotypes, des trucs, mais je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà de ça, d'être plus intelligent et de passer au-dessus, de se dire bon, je vais donner la parole à cette fille-là où j'ai l'impression que elle ne suit pas forcément le cours, alors qu'en fait, juste peut-être qu'elle n'ose pas poser sa question, vous voyez. Et il y a aussi, là on parle de l'école, mais il y a aussi par la suite dans l'orientation des études et aussi... Et le sport. Et le sport. Alors, enfin, je voudrais juste dire, pardon, je vous ai coupé, mais le sport est essentiel. Et donc, il faut. Enfin, la danse, c'est très bien. La danse classique, c'est très bien pour les petites filles, mais leur faire faire des sports où elles vont pouvoir se dépenser avec leur corps. Des sports collectifs, des sports co, des sports de l'athlète. Des sports dégenrés. Et puis, peut-être juste une dernière chose. Moi, je pense qu'il y a vraiment aussi tout un truc, alors que ce soit les enseignants, mais aussi les parents. Et puis, enfin, c'est une éducation tout au long de la vie. Mais il y a vraiment un gros enjeu d'éducation à l'image et d'apprendre à décoder les stéréotypes parce que de toute façon ils sont là, ils sont omniprésents. Donc l'enjeu c'est pas de les faire disparaître parce que ça faut être lucide, ça n'arrivera pas. Mais par contre faut arriver à prendre un peu de recul, et même quitte à y jouer avec ces stéréotypes. C'est clair. Je serais ravie de rester avec vous, mais je ne peux pas. Il faut que la suite de l'émission progresse. Vous le comprendrez. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau. Bérénice Amézi, merci 1000 fois, professeure en études théâtrales et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Anne Chirol, merci également, journaliste société et chroniqueuse au Monde, autrice de Toi-même, 50 profils des temps modernes en quête de validation sociale aux éditions de Noël. Fabienne Alamelot-Micha est directrice de Lead Together. Je n'ai pas mentionné vos livres à toutes les deux, mais je l'ai fait en intro, donc m'en vous êtes pas. Merci, il faut qu'on rende l'antenne. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Mathilde Gaden. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Mathilde. Vous êtes chargée de communication et de développement de projets chez Polaris. On va parler aujourd'hui du Grand Hôtel des Rêves, un lieu tout particulier qui lance un spectacle immersif autour d'une figure que tout le monde connaît, Jules Verne. Alors tout le monde le connaît à travers effectivement sa littérature, à travers ses voyages d'aventure, mais peut-être ne le connaît pas suffisamment au cœur parce que quand même énormément, je ne sais pas, j'ai pas calculé, mais en tout cas, les voyages extraordinaires, rien que cela, compte pas moins de 62 romans et 18 nouvelles quand même. Oui, exactement. C'est un écrivain très très prolifique. Il y a de très nombreux romans et qui ont inspiré des générations et des générations. Il a fait voyager autour du monde, dans les abysses, au-dessus, dans les cieux aussi, beaucoup de lecteurs. Et il continue d'en inspirer encore aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est vraiment visionnaire. Et c'est ce qu'on cherche à montrer dans notre spectacle. Et voilà, ce qui ressort bien en effet. Oui, visionnaire, parce que si on prend effectivement, alors je parlais des voyages extraordinaires, mais il y a évidemment 20 milieux sous les mers, Le Tour du monde en 80 jours, bref, que des chefs-d'œuvre de Jules Verne qui ont fait rêver des générations d'enfants. Est-ce que vous lisiez Jules Verne quand vous étiez plus jeune? J'en ai lu, oui, tout à fait, notamment Le Tour du monde en 80 jours, qui est un peu un incontournable que j'ai lu. Et puis oui, on connaît bien sûr le Nautilus, 20 milieux sous les mers, du coup, avec ce Capitaine Nemo qui est assez fantastique, pas mal de pièces de théâtre aussi qu'on est allé voir, etc. Oui, bien sûr. Et à chaque fois, la force, évidemment, c'est ce dont on parle, c'est-à-dire le roman d'aventure, l'évasion absolue, mais aussi et toujours les progrès scientifiques finalement du XXe siècle qui jalonnent tous les romans de Jules Verne. Oui, complètement. Il a traversé ce siècle et il en a montré pas mal d'aspects, les ballons à vapeur, le train, etc. Enfin, et puis il a anticipé beaucoup de choses en fait dans ses romans et il a imaginé et quelque part il avait compris que Internet existerait 100 ans avant, donc c'est assez exceptionnel. Vous faites allusion à quel roman quand vous parlez d'Internet? Alors là, je ne saurais pas vous dire précisément lequel, mais c'est vrai qu'il parle énormément de ces communications, voilà, qui vont être extrêmement simplifiées dans le futur, etc. Mais même que ce soit dans le Nautilus, etc. Enfin, il y a toutes ces dimensions très très présentes. Et puis il y a toute cette dimension qui fait partie, qui est la troisième partie de notre spectacle, du voyage dans l'espace en fait. Et puis cette histoire, cette idée d'aller jusqu'à la Lune, qu'on voit bien du coup de la Terre à la Lune et qui est une partie de notre spectacle. On a une très jolie scène avec Michel Ardan justement qui veut partir sur la Lune et puis on finit par se rendre compte que il avait raison et les hommes y sont allés moins de 100 ans plus tard en fait. Oui, moins de 100 ans plus tard, effectivement, c'est tout proche en fait, c'est rien. Hein, quand on prend l'échelle du temps, évidemment, c'est absolument rien. En revanche,
Ce spectacle est immense, c'est un voyage extraordinaire que vous avez réussi à mettre en place. Alors, plusieurs choses. Il y a à la fois le spectacle en lui-même et puis l'endroit, le lieu qui n'est pas anodin. On n'est pas dans une salle de spectacle classique. Non, exactement. On est vraiment dans un hôtel particulier. On est dans un lieu de patrimoine qui a une histoire, qui a un vécu, qui a été construit au XVIIe siècle par les ancêtres, la famille de Charles Lebrun, le peintre du Roi Soleil. Donc c'est vraiment un lieu qui est baigné d'histoire, dans lequel ont vécu de très nombreuses personnalités historiques, la peintre Vigée Lebrun, le botaniste du roi, Monsieur Buffon. Enfin voilà, il y a vraiment les murs sont imprégnés en fait, et c'est très très chouette de nous à notre tour pouvoir raconter des histoires, des pans de patrimoine. Oui, il y a une dimension effectivement spectacle vivant et une dimension culturelle vraiment dans ce spectacle. Oui, exactement. C'est donc un parcours spectacle où vous passez de pièce en pièce et vous découvrez des nouvelles scénographies en fait. C'est des scènes qui durent environ 5 minutes et on passe de pièce en pièce et donc on visite en fait ce monument et on parcourt ces décors et on est vraiment au milieu des acteurs à 360 degrés complètement plongé. Et il y a en effet cette dimension très culturelle où on va là découvrir l'œuvre de Jules Verne, ses romans, sa vision, et puis la dimension spectacle vivant où vraiment on est au cœur avec les comédiens, les décors complètement. En fait, c'est nous qui allons vers les comédiens finalement qui occupent l'espace, chaque scène donc dans chaque pièce de l'hôtel, du Grand Hôtel des Rêves, c'est ça? Oui. Et on est au plus proche de ces comédiens? Exactement. Alors il y a un petit peu des deux. Il y a des comédiens, une partie des comédiens qui va eux-mêmes nous emmener en fait de pièce en pièce et vont nous faire suivre le fil de l'histoire. Et puis dans chaque pièce dans laquelle on arrive, on découvre une nouvelle scène, des nouveaux comédiens qui sont présents et puis qui vont nous parler directement, puisqu'on est littéralement à 2 mètres d'eux, complètement dans leur décor, dans leur monde imaginaire. Et dans les inventions du coup, évidemment. Exactement, bien sûr. Alors, je peux pas trop en dévoiler parce qu'il y a pas mal de très jolis effets, de très jolis décors qui ont été montés, mais sans en dévoiler trop, je peux dire par exemple qu'on a la chance de passer dans le Nautilus, complètement en immersion dans ce sous-marin. Dans le sous-marin de Jules Verne. Un parcours spectacle, pardon. En combien de tableaux, avec combien de comédiens? Alors, il y a une dizaine de tableaux, oui. Et il y a environ 25 comédiens lorsqu'on fait toute la progression. Et puis après, nous, on a une troupe, bien évidemment, un peu plus conséquente pour assurer tous les créneaux de jeu. C'est en tout près de 60 comédiens qui jouent ce spectacle. Mais quand on vient faire le spectacle, on en croise une bonne vingtaine. Ah oui, une bonne vingtaine quand même, extraordinaire. Donc, pour les infos, quand même, on va le redire, le Grand Hôtel des Rêves est au 47 rue du Cardinal Lemoine, dans Paris, dans le 5e arrondissement. Donc, un hôtel particulier absolument étonnant. Un spectacle immersif. On pourrait croire que c'est pour les plus jeunes, pas forcément, parce que, encore je le disais, Jules Verne nous a tous fait rêver. Exactement. On a tous ces images en tête. Ouais, le but de ces spectacles, c'est vraiment qu'ils soient grand public, familial, et que les plus grands et les plus petits puissent y trouver leur compte. Donc, vraiment toute la famille. On va retrouver, rassurez-moi, tous les personnages de Jules Verne, le capitaine Fracasse, Phileas Fogg, tout le monde? Oui, il y en a un bon paquet. Il y en a certains qui sont très chouettes, hauts en couleur, un peu de partout dans le monde, et c'est très sympa. Est-ce que Jules Verne est assez enseigné pour vous à l'école? C'est une très bonne question. Je pense en effet que dans les cours de littérature, de français, etc., j'ai l'impression qu'on a tous eu à un moment donné ou à un autre une référence à Jules Verne dans nos cours. En revanche, oui, il gagnerait à être encore plus connu, bien évidemment. Enfin, c'est des très très beaux romans qui font vraiment se développer l'imaginaire, qui font réfléchir aux enjeux de notre époque et ouais, qui montrent vraiment cette vision un peu en amont et du coup qui ont aussi cette espèce de recul sur notre siècle. Enfin, très très intéressant, donc ça gagnerait bien sûr à être encore plus enseigné. C'est un peu complémentaire aussi, hein. C'est d'amener les plus jeunes et peut-être aussi les plus vieux d'ailleurs, mais vers le spectacle pour les ramener après à la littérature. Tout à fait, derrière chacun de nos spectacles, il y a une volonté en effet de faire redécouvrir quelque chose. Et là, sur Jules Verne, en effet, on est très heureux de voir des enfants assez jeunes qui viennent et puis qui en sortant se disent « Ah mais il faut que j'aille creuser le sujet, en fait, il faut absolument que j'aille lire 20 000 lieues sous les mers, ça a l'air fantastique ». Donc oui, bien évidemment, il y a cet enjeu. Faire revenir l'écrit davantage à l'école, justement, des grands auteurs comme celui-ci, mais qui ont fait rêver, qui ont une part d'imaginaire, qui permettent de pouvoir s'évader autant que de travailler effectivement l'aspect culturel. Important. Très important, très très important. On est dans cette génération qui est de plus en plus en effet sur les réseaux sociaux avec un temps de concentration extrêmement de courte durée, très faible et
cette importance de l'écrit et de réussir à ne pas avoir d'images qui nous sont apportées devant les yeux, mais vraiment de pouvoir lire et faire développer son imaginaire, extrêmement important, oui, bien sûr. Alors, je disais, vous travaillez donc chez Polaris, vous êtes chargé de communication, et Polaris qui donc propose ce spectacle immersif au Grand Hôtel des Rêves pour Jules Verne. Il y a d'autres endroits comme ça qui sont des endroits, des lieux culturels que vous allez faire vivre autrement? Oui, tout à fait. On fait, par exemple, on a plusieurs spectacles en région parisienne. On est dans le château de Champs-sur-Marne dans le 77, dans le château de Rambouillet dans le 78. Dans ces deux châteaux, par exemple, on propose un spectacle, le moment de Noël, qui a aussi une vraie vision éducative, culturelle, en fait, qui va parler de Noël sous toutes ses dimensions, des coutumes de Noël, des histoires de Noël. Et puis on est dans des châteaux là où aussi on va raconter une petite partie de l'histoire de ces châteaux. Et il y a vraiment une volonté de faire venir les spectateurs pour qu'ils redécouvrent le patrimoine, qu'ils se le réapproprient et puis qu'ils s'approprient aussi l'histoire dont on va leur parler et puis qu'ils continuent ensuite d'aller découvrir ces coutumes, ces légendes, voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT, Mathilde Ganen. Je rappelle donc le Grand Hôtel des Rêves, qui est déjà en ce moment, qui se joue en ce moment au Grand Hôtel des Rêves. Exactement, ça a commencé le 21 mai et ça joue jusqu'à fin octobre, ce spectacle. Et puis voilà. D'autres aventures. Vous avez toutes les infos. Merci à vous d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique. Dans votre chronique, Louisa, vous nous parlez d'une nouvelle enquête sur les jeunes et le cinéma qui prouve bien que la nouvelle génération n'a qu'une seule envie, faire perdurer la magie du cinéma. Et oui, Festival de Cannes oblige, nous devions vous parler des jeunes et de leur rapport au cinéma. Ça tombe bien puisqu'une nouvelle étude vient d'apparaître, étude réalisée par Opinionway et 20 minutes sur les 18-30 ans, qui dépeint un constat plutôt positif, car la passion du cinéma reste intacte, même si moins fréquente. Je vais vous partager quelques chiffres de cette étude. 47% des 18-30 ans vont au moins une fois par mois au cinéma, 60% se disent cinéphiles, 73% suivent le Festival de Cannes et 8% disent ne jamais y aller. Alors qu'est-ce qui attire les jeunes au cinéma, Louisa? Plusieurs choses, la volonté de passer un moment entre amis, ils aiment aussi beaucoup l'atmosphère des salles de cinéma plongées dans le noir et puis le divertissement, surtout le divertissement. Quant à ceux qui ne se rendent pas en salle, eh bien, ils pointent du doigt la place et le prix du cinéma. Je le disais, la passion du cinéma reste intacte chez les jeunes, mais c'est aussi grâce aux initiatives mises en place par différentes associations, comme l'association Moteur qui promeut l'égalité des chances. Alors, chaque année, cette association lance un défi aux 14-22 ans, remercier durant 1 minute 30, face caméra, une personne inspirante, à la clé monter les mythiques marches de Cannes. Et parmi les gagnants, Abderrahmane Atoumani, un jeune Nantais, a remercié, lui, le nombre d'or. On l'écoute. En fait, en 2021, j'ai rencontré Tom Coco Bikoussa, le président de l'association Réussite Studio, une association de théâtre et d'acting, tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. Lui, Tom, il a déjà gagné le concours. Du coup, il a gagné et il m'avait présenté la chose. Et moi, ça m'intéressait, c'est d'aller au Festival de Cannes, monter les marches. En faisant une vidéo, j'ai déjà fait 2 premières fois, j'ai pas pu être sélectionné, mais cette fois-ci j'ai été sélectionné et je suis heureux quoi. Et du coup c'est grâce à Tom que j'ai pu en arriver là quoi. Je me voyais vraiment pas là-dedans, moi je suis juste quelqu'un, je suis un étudiant, je faisais du football, sportif. J'ai 0 rapport avec le cinéma, mais comme il m'a attrapé, du coup je me suis lancé direct. Et parmi les aides à la création, le Festival de Cannes accompagne aussi les jeunes dans la découverte du cinéma pour déclencher des vocations, bien sûr, et leur donner aussi la chance unique de participer donc à cet événement. Et cette aventure s'intitule 3 jours à Cannes. Alors l'objectif, c'est de permettre à des jeunes de 18 à 28 ans de s'immiscer, de découvrir les coulisses du Festival de Cannes. 3300 participants sont appelés chaque année et le programme donne bien envie. Voici ce qu'ont confié les jeunes sélectionnés face à la caméra du festival. J'avais envie de voir des films, j'avais aussi surtout envie de voir des conférences qui m'intéressaient. J'ai eu la chance de voir Robert De Niro en fait, qui est mon acteur préféré, donc ça c'était cool de voir ça. Today I watched 3 films and out of all the 3 I think I like 2 Prosecutors the best. And yesterday I also went to the immersive selection. I played a really fun video game called Lily. It was amazing. Yesterday we saw Tarantino, and that alone just made the whole flight worth it, I think, because he talked for a long time, and I think it was very interesting everything he said. Quand on aime bien le cinéma et tout, c'est toujours intéressant de voir les réalisateurs ou les acteurs parler de leur œuvre, quoi.
Et ça donne envie. Ah bah oui, c'est trop chouette ces petites images. Alors conclusion, on l'a vu, le cinéma a encore un bel avenir devant lui. Demain se termine le Festival de Cannes, il sera diffusé en direct sur France 2. Et si vous voulez retrouver plus d'informations, vous pouvez aller sur le site festival-cannes.com. On montrera les marches avec School TV la prochaine fois. Évidemment. Bah, évidemment. Merci beaucoup Louisa, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Et la France a commencé sa transition démographique au milieu du 18e. Voilà, ce qu'on appelle transition démographique, pour être clair, elle est encore en cours, voire non encore réalisée dans un tas de régions du monde. C'est quand on passe de sociétés dans lesquelles les femmes ont beaucoup d'enfants, enfin les familles ont beaucoup d'enfants, 7, 8, parfois plus, à moins de 2 ou 3. On est passé de 7 à 2, par exemple. Voilà. Transition démographique au 19e siècle, qui s'est fait partout au 19e siècle. On passe d'un régime où il y a beaucoup de naissances, avec mais une très forte mortalité infantile, et puis beaucoup de une espérance de vie faible, à un régime avec l'hygiène où il y a moins de mortalité infantile, et puis après l'espérance de vie s'allonge, donc les parents comprennent que c'est plus la peine de faire autant d'enfants, et du coup on passe à un régime où on fait beaucoup moins d'enfants. Ça c'était la première révolution. Et vous me corrigez si je me trompe, parce que j'ai pas fait économie première langue, mais c'est quand même associé normalement à un bien-être plus important, parce que moins de personnes, plus de ressources, une meilleure allocation de ces ressources, souvent c'est vu comme un indice de développement, le fait d'avoir effectué cette transition démographique. Pour se développer, il faut éduquer la population. Pour éduquer la population, il faut avoir des ressources à mettre dans l'école. Donc pour ça, il ne faut pas qu'il y ait trop d'enfants par rapport à la quantité, à la masse qu'on peut prélever, d'impôts qu'on peut prélever pour financer ça. Il faut qu'on puisse le financer. Quand il y a quand il y a vraiment beaucoup d'enfants et de jeunes, c'est très dur de les éduquer. Donc la transition démographique favorise le développement de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas aller trop loin. C'est justement l'exemple de la Chine. La Chine a mis en place cette politique de l'enfant unique en 1979, et maintenant ils en sont arrivés à un état où il y a 1,3 enfants par femme et la population vieillit terriblement. Alors, on dit que le renouvellement, pour mémoire, c'est 2,1, si je me souviens bien. Oui, 2,1. Voilà. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, la structure de la population est déséquilibrée avec beaucoup plus de vieux qui, du coup, dépendent de moins de jeunes actifs pour financer leur retraite. Donc, il y a un juste milieu. L'idéal, c'est pas de descendre le plus possible. Vous l'avez découvert sur le tard, cette hypersensibilité, mais est-ce qu'on la sent, au final, depuis tout petit ? Oui, on la sent depuis tout petit, indéniablement. On la sent en soi, et puis aussi très vite, les autres, la société, la famille, l'école, etc., nous renvoient une image où un miroir fait miroir, et on se sent un peu différent, un peu à la marge. Donc ça peut être une difficulté, surtout quand on est petit, parce qu'on n'a pas les clés pour comprendre. Et justement, Bénédicte, comment est-ce que ça se traduit exactement ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est hypersensible ? Alors, l'hypersensibilité, la majorité des gens la connaissent via l'hypersensibilité émotionnelle. Donc, on va dire une personne qui est à fleur de peau, qui est très empathique, qui va avoir besoin d'exprimer ses émotions, qui peut pleurer très facilement, mais aussi rire très facilement, donc passer aussi du rire aux larmes facilement. Mais elle s'axe aussi sur 2 autres axes, qui est la sensibilité sensitive, sensorielle, liée à nos sens, donc le goût, l'odorat, le toucher, la perception de la chaleur, du froid, etc., auquel on peut être plus sensible que la moyenne. Et puis la dernière façon dont l'hypersensibilité peut s'exprimer, c'est au niveau cognitif, donc au niveau de nos pensées. On va beaucoup on a une pensée qu'on appelle un peu en arborescence, on fait des liens avec beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intuition également, et ça peut aussi entraîner un peu des ruminations. La loi votée en juin 2023 propose aux plateformes, j'en parlais en introduction, de réseaux sociaux, de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et d'obtenir le consentement parental pour les moins de 15 ans. Concrètement, c'est quoi les principales obligations qui pèsent désormais sur ces plateformes comme Instagram, Snapchat, TikTok ? Alors, comme vous le disiez effectivement en introduction, l'idée c'est donc d'interdire aux mineurs de moins de 15 ans d'accéder à toutes ces plateformes sans un consentement parental explicite et vérifiable. Et ces 2 termes sont importants puisque aujourd'hui les plateformes ont l'obligation de mettre en place des systèmes qui permettent justement d'avoir cette vérification de manière effective, puisque jusqu'à il y a encore quand même quelques mois de ça, effectivement dans la loi il était inscrit que les jeunes de moins de 15 ans ne pouvaient pas accéder aux réseaux sociaux. Dans les faits, il leur suffisait juste de consentir,
ou plutôt de mentir du coup que de consentir, en disant qu'ils avaient bien 15 ans et il n'y avait pas de réelle vérification derrière. Aujourd'hui, les plateformes elles disposent d'un délai, puisque la loi est passée le 8 juillet 2023, de 2 ans pour mettre à niveau, mettre en conformité leur plateforme pour que justement ces vérifications puissent être faites de manière effective. Et donc là, ça nécessite la mise en place, bien évidemment, de moyens techniques, comme par exemple éventuellement le recours à un tiers vérificateur indépendant ou ce qu'on appelle la vérification par double anonymat, qui revient en fait à ce que le site auquel l'internaute accède reçoit donc la preuve de sa majorité, mais ne connaît pas son identité. Et le prestataire de la solution de contrôle d'âge, lui, ne connaît pas l'identité de l'internaute et il ne sait pas quel site il consulte. Donc voilà, c'est les solutions techniques envisagées et forcément ça demande du temps. En fait, cette question de natalité, fécondité, etc., ça dépend quand même beaucoup des femmes, voire essentiellement. Et donc la question, c'est de savoir est-ce qu'elles sont optimistes ou pessimistes concernant ce que va devenir leur vie une fois qu'elles auront un enfant. Et Romain Delesse, il met le point sur le fait qu'il y a 2 facteurs. Il y a ce qu'il appelle la première révolution de genre, à savoir les femmes accèdent au marché du travail, elles travaillent. Bon, ça s'est fait un peu partout, c'est fait. Et la deuxième révolution de genre, selon lui, c'est le partage des tâches domestiques, donc ce qui se passe au sein du foyer. Et là, il distingue des groupes de pays, dont les pays traditionnels où la femme continue elle travaille moins, justement, et elle s'occupe des tâches domestiques. Bon, là, tout est bien organisé, on sait à quoi s'attendre, il n'y a pas trop de pessimisme. Les pays comme le Scandinave, où en fait, les femmes travaillent autant que les hommes et les tâches domestiques sont à peu près également réparties, et donc là, les gens ne sont pas très, très pessimistes sur le fait que les enfants, ça empêche de travailler, ça prend trop de temps, etc. Toute une série de questions qui sont dans une enquête internationale. Et puis les pays qui sont un peu au milieu du gué, comme la France, la Belgique ou d'autres, où les femmes travaillent, mais les tâches sont encore inégalement réparties. Et du coup, les femmes se montrent beaucoup plus pessimistes, et surtout les femmes, en fait, concernant ce que va devenir la vie et les coûts imposés par la venue de l'enfant dans la vie. Pourquoi l'hypersensibilité est-elle si difficile à accepter dans des milieux compétitifs, là le sport en l'occurrence, mais même dans d'autres milieux? Déjà, on parle d'émotions. Et les émotions, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, elles ont très peu leur place, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde du sport. Effectivement, on demande aux gens d'être dans le contrôle, ce qui est totalement impossible. On ne peut pas être dans le contrôle, on peut être dans la maîtrise. Mais nos émotions, en fait, c'est de la chimie, c'est de la neurochimie. Donc les émotions, elles nous traversent avant même qu'on en ait conscience. Ce sur quoi on peut travailler, c'est la réaction qu'on a à l'émotion. Mais c'est pas l'émotion en elle-même. Donc clairement, aujourd'hui, je pense que ce qui est difficile pour les hypersensibles notamment, c'est effectivement de vivre leurs émotions avec plus d'intensité dans une société qui elle-même, qui est normosensible et qui a des émotions, mais qui du coup les met de côté. Ces IA, elles simulent aussi, et c'est important à rappeler, des personnages, des sentiments, basant leurs échanges sur des protocoles thérapeutiques, vous l'avez dit, des dialogues de films aussi parfois, et des profils de fiction. La psychologie de demain est peut-être là. Ces chatbots, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas? En tout cas, on voit que les jeunes, notamment entre 16 et 30 ans, le voient. Je voudrais qu'on parle avec vous, Damien, justement des dangers possibles ou avérés, en tout cas, lorsque ces jeunes se confient de manière sincère, approfondie aussi à une intelligence artificielle. Il y a eu quelques cas assez préoccupants là, ces derniers temps. La problématique, c'est en fait la frontière entre le réel et le virtuel. Autrement dit, l'enjeu de ces chatbots, c'est d'être le plus anthropomorphique possible. Donc, autrement dit, reproduire les mécanismes humains de dialogue et de discussion. Et si tant est que vous soyez un tout petit peu influençable, ou bien dans une période de fragilité, vous pouvez éventuellement être influencé par, ou au moins touché par ce que ces machines vont pouvoir vous dire. Et le problème, effectivement, c'est que vous allez pouvoir développer de la dépendance émotionnelle. Vous allez pouvoir éventuellement tomber sur des échanges inappropriés. Vous allez avoir certains chatbots, s'ils sont mal bornés ou mal construits, vont éventuellement, on va dire, vous encourager dans une tendance que vous leur avez induite. Il y a encore cette année, en Belgique, un internaute qui dialoguait avec un chatbot d'une plateforme, et en dialoguant avec lui, en lui faisant croire qu'il avait noué une relation émotionnelle, et bien au bout d'un moment, il disait qu'en gros, il voulait mourir d'amour, et le chatbot lui a dit, bah écoute, tue-toi.
Et voilà les moyens de le faire. Donc en fait, le problème des machines aussi, c'est qu'elles n'ont pas d'émotion, elles n'ont pas de conception, elles n'ont pas d'empathie réelle. Et surtout, des fois aussi, des manques de nuances. Donc très clairement, il y a cette difficulté-là de machines qui ressemblent à de l'humain, mais qui n'en sont pas, et nous-mêmes qui pouvons éventuellement tomber dans le piège. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. En régie à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard, le son Thibaut Gorille-Lafont, le maquillage Laure Redemont, Emma Ferré et Laura Gérard à la rédaction. Louisa Garotiard, journaliste sur l'émission. Merci d'avoir été avec nous, Louisa. On souhaite à nos téléspectateurs, ça se dit comme ça. Et oui, ça se dit comme ça, c'est pas vieillot. Un excellent week-end, de très belles études, parce qu'on est fort sur les études. Très fort, oui. Et très fort sur les études. Et on se retrouve évidemment lundi. Bonne soirée. Ciao.